Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Toute l'actualité de ce samedi 11 décembre, invités, reportages, rencontres, infos pratiques tout près de chez vous et votre météo à venir. Au sommaire de votre journal ce soir, les sports tout d'abord, avec la grande affiche du week-end en football, Paris Saint-Germain-Monaco, match test pour nos Monégasques. L'occasion de faire le point sur ce début de saison des Rouges et Blancs avec l'un des experts de la chaîne L'équipe, Bertrand Latour. Sport, d'hiver et le bonheur de retrouver les plaisirs de la montagne si proche de nous, si riche en activités et en diversité. Madame le maire d'Isola, Mylène Agnelli, sera avec nous au pied des pistes pour évoquer une nouvelle saison qui débute visiblement sous les meilleurs auspices. Neige et soleil, après une année là, pour le moins perturbée bien sûr par la Covid. Un retour au grand ski dans le respect des mesures sanitaires actuelles. Puis nous vous emmènerons à Monaco-Ville, à la découverte du chemin des crèches. Et puis ce soir, tout l'art du cinéma nous guidera vers les fêtes de Noël. Et on débute ce journal par la déception des basketteurs monégasques, battus hier sur leur parquet par Milan en Euroleague, malgré une très belle fin de match de notre Roca Team. Le résumé de la rencontre avec Yannick Debever et Sylvain Péroumal. Triste spectacle pour la salle Gaston Médecin qui affichait complet une fois de plus ce vendredi pour la réception de Milan. La Roca Team n'a jamais vraiment commencé à jouer et les Milanais prennent rapidement l'avantage dans le premier quart-temps. Les Italiens, poussés par leurs supporters venus en nombre à Monaco, profitent de la maladresse des Roca Boys pour infliger un 9-2 d'entrée de match. Les minutes défilent et Monaco subit de plus en plus. En manque de rotation au poste de meneur, Mike James, incertain avant le match, est lancé par coach Mitrovic, mais très vite remplacé. Le technicien monténégrin voulant le préserver pour les prochaines rencontres. À la fin du premier quart, Milan vire en tête 26-14. Le alley-oop de Paris pour Donta Hall en début de deuxième période est une action qui sonne comme un début de révolte. Monaco n'encaisse pas de points pendant 2 minutes 40 avant ce 3 points de Devon Hall. L'écart ne descendra pas plus bas que 10 points. La Roca Team ne montre rien et Milan se contente de garder ses adversaires à distance raisonnable. À la mi-temps, si dans le jeu, les Monégasques sont catastrophiques au tableau d'affichage, Milan ne compte qu'une avance de 12 points, motif d'espoir pour la seconde mi-temps. On s'en sort pas mal. Sur le terrain, côté Monaco, seul Parisli, à 200% comme à son habitude, semble vraiment concerné, ce qui lui vaudra les louanges de son entraîneur à la fin du match. We with one point guard, with the Parisli, and who play really 35 minutes and really amazing respect for him and for his role and for his game tonight. Au troisième quart-temps, pas d'amélioration. La Roca Team ne montre rien de plus, mais ne sombre pas grâce à son meneur américain. 19 points, 6 passes et 26 d'évaluation en 36 minutes. Le jeu est équilibré et Milan ne profite pas des occasions pour tuer le match. À la fin de la troisième reprise, l'écart n'est encore que de 13 points, largement rattrapable sur 10 minutes. Mais au début de la dernière période, le meneur milanais Sergio Rodriguez prend un coup de chaud et inscrit 8 points en 1 minute 15 alors que Monaco n'a pris aucun tir sur cette période de jeu et l'écart monte directement à 21 points. Finalement, au plus mal, Monaco réussira quand même à bien finir le match grâce notamment à une adresse extérieure retrouvée. Andjusic Eli plante les banderilles et sur ce alley-oop à 1 minute de la fin du match. Monaco n'est qu'à 2 possessions. Le braquage est en marche, mais les Milanais réussiront à bien verrouiller leur coffre pour s'offrir une victoire 71-65 qui enfonce la Roca Team dans une 5e défaite de rang. They're a good team to start, you know. Against those type of teams, we got to capitalize. We can't make so many mistakes. Down the stretch, we fought really hard, and I'm proud of the way we fought. And we just got to build on how we played in that fourth quarter. Et avec ce nouveau revers en Euroleague, Monaco glisse à la 14e place du classement. Les Monégasques devront absolument se refaire une santé en championnat de France, cette fois face à Strasbourg, c'est ce dimanche à 17h, avant de retrouver l'Euroleague mercredi prochain et un déplacement en Lituanie pour y affronter les basketteurs de Žalgiris Kaunas. Dans l'actualité de votre samedi encore, du football, de la Formule 1, de nouveaux timbres en préparation et la crise sanitaire et ses derniers chiffres de la vaccination en principauté. Bonsoir Frédéric Allion.
Bonsoir Christophe, selon les chiffres arrêtés au dimanche 5 décembre, 60 400 injections de vaccins ont été administrées. 65,4% de la population résidente éligible au vaccin a bénéficié d'un schéma complet de vaccination. Ce taux dépasse les 50% pour toutes les tranches d'âge au-delà de 18 ans, atteint 76,8% chez les 55-64 ans et proche des 92% chez les 75 ans et plus. Coronavirus toujours, avec cette manifestation cet après-midi en Principauté. Après 3 rassemblements au mois de septembre, les monégasques défavorables à l'obligation vaccinale et au pass sanitaire se sont donné rendez-vous ce samedi en début d'après-midi devant le stade Louis II. Une centaine de personnes étaient réunies pour faire part de leurs revendications. Cette information à présent, Frédéric, pour les fans de philatélie. L'Office des timbres de Monaco procédera le 2 février prochain à la mise en vente de 2 timbres. Le premier célébrera le 25e anniversaire de l'association monégasque Les Enfants de Francky qui vient en aide depuis 1997 aux enfants défavorisés, malades ou handicapés de Monaco et de la région PACA. Le deuxième rendra hommage à l'admission du prince Albert Ier à l'Institut de France le 29 mars 1909 en tant qu'associé étranger de l'Académie des sciences de Paris. La Formule 1 et les qualifications du Grand Prix d'Abu Dhabi. Qui sera sacré champion du monde? Le duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen ex aequo au classement du championnat. Avant le départ de la dernière course de la saison, demain s'annonce palpitant. Le Néerlandais a pris un petit avantage en réalisant la pole position cet après-midi avec presque 4 dixièmes d'avance sur son rival britannique. Lando Norris et Sergio Pérez occuperont la deuxième ligne. Charles Leclerc s'élancera en 7e position. Le football, on le disait, affiche de gala pour Monaco qui se déplace demain au Parc des Princes. Une rencontre qui clôturera la 18e journée de Ligue 1. Christophe, l'ASM se déplace chez le leader parisien qui a remporté 7 de ses 8 matchs à domicile. Seul Nice est venu prendre un point au Parc des Princes il y a 10 jours. Monaco 7e au classement avec 26 points reste sur une très belle série. 8 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Ce match-là passera par des duels, qu'ils soient offensifs ou défensifs. On devra répondre présent. Après, on n'a pas encore vu avec le coach le plan de jeu qu'on aura. On va le savoir cet après-midi, mais non, ce qui est sûr, c'est qu'on aura beaucoup d'envie et de détermination pour remporter ce match. Personnellement, et je pense aussi collectivement, on garde de très bons souvenirs de nos 2 matchs en championnat contre le PSG l'année dernière. D'ailleurs, je me souviens que j'en ai parlé avec Kylian la dernière fois quand on a joué au parc contre le Kazakhstan. On a rigolé sur ça, mais non, on a fait de belles performances contre la saison dernière. Après, chaque saison a sa vérité. Forcément, on se souvient de ce qui s'est passé, mais c'est pas ça qui va faire que forcément on va réitérer la même performance demain. Et une stat pour croire à l'exploit, Christophe, le PSG n'a remporté que 4 de ses 19 matchs à domicile contre Monaco en Ligue 1 au XXIe siècle. Et comme l'a rappelé Aurélien Tchouaméni, les Monégasques ont d'ailleurs gagné les 2 rencontres de championnat face à Paris la saison passée. Une statistique que l'on va commenter sans plus tarder avec notre invité, Bertrand Latour, journaliste à la chaîne L'Équipe. Bonsoir à vous Bertrand. Bonsoir Christophe. Finalement, on connaît le favori, c'est Monaco. C'est vrai que le Parc des Princes, c'est un peu le jardin des Monégasques. Oui, c'est vrai que la saison dernière, il y avait eu 2 victoires pour l'AS Monaco qui avait gagné au Parc des Princes. Après, favori, n'exagérons peut-être rien, Christophe, mais en tout cas, Monaco a des atouts quand même pour battre le Paris Saint-Germain. On sait que le PSG, c'est une équipe qui a des difficultés depuis le début de la saison, malgré le fait qu'il soit premier. Il n'y a aucun match qui semble être gagné d'avance pour les Parisiens cette année. C'est assez nouveau. Le match, il est pas fait d'avance du tout pour les Parisiens, et Monaco a beaucoup de qualité, notamment offensivement. Donc, ils sont tout à fait capables de rééditer, non pas leur exploit, mais leur performance de la saison dernière. Ouais, ils montent en puissance, quoi. Ils ont mis du temps à démarrer, les Monégasques, ça c'est clair. Oui, ça va mieux. C'est vrai que c'était assez inexplicable, je trouve, parce que après la saison dernière de Monaco, on s'est dit que Monaco allait forcément tout casser, et le début de saison était poussif. Leur mérite, ça a été de rien modifier. Là, ça semble aller mieux. Et au final, Monaco n'est pas très loin de ses objectifs qui sont le podium. En fait, il y a eu beaucoup de matchs nuls. Mais ils sont au niveau du classement, ils peuvent être décrochés, mais au niveau de l'écart de points avec Rennes et Marseille, il n'y a pas grand-chose. Mbappé, il y a quelque chose à dire sur lui aujourd'hui encore. Est-ce qu'on peut encore critiquer Mbappé? Là, de moins en moins. Moi, je trouvais qu'à un moment donné, il pouvait manquer un peu d'altruisme.
Mbappé, et c'est de moins en moins le cas. Je le trouve de plus en plus collectif et je trouve que ça lui bénéficie justement. Je trouve que ça le rend meilleur, ça le rend plus sympathique également. Si allez, un petit truc sur lequel il peut progresser, peut-être sur les frappes de loin. Ouais. C'est un joueur qui ne marque jamais de frappe de loin, quasiment dans la surface de réparation. En a-t-il besoin pour le moment? Non, mais c'est aussi bien de se réinventer parce que c'est un joueur qui joue sur ses qualités de vitesse et que il est encore jeune, mais dans quelques années il le sera moins. Il faut aussi apprendre à jouer différemment. Et je trouve qu'il commence déjà à enclencher cette mutation-là. S'il est si bon aujourd'hui, Bertrand Latour, c'est qu'il va partir bientôt? Tout le laisse à penser. En tout cas, c'est vrai qu'il aurait pu partir l'été dernier. Ça n'a pas été le cas et je ne crois pas que grand-chose ait changé dans son esprit depuis la reprise de la saison. Ce qui est admirable, c'est sa capacité à être toujours aussi bon en ayant la volonté de pouvoir partir. Ça s'est pas ressenti dans ses performances. Je vous demande pas de pronos pour dimanche soir pour ce PSG Monaco, mais c'est une vraie belle affiche, c'est un vrai grand classique comme on les aime. Ce sera un vrai grand match que le PSG Nice l'autre jour était décevant par exemple. Ouais, c'est vrai qu'il était très décevant. Le PSG Monaco, ça fait de toute manière partie des affiches de notre championnat. Il y a des stars aussi à l'AS Monaco, un peu moins qu'au Paris Saint-Germain évidemment, mais je veux dire un joueur comme Ben Yedder, il y en a pas 50 dans notre championnat. Des joueurs comme Tchouaméni, il n'y en a pas 50 dans notre championnat. Vous avez Kovac qui est un vrai entraîneur, qui a une gueule, qui a un palmarès, qui a un CV, un ancien joueur, etc. Je trouve que ça fait partie des 10 affiches reines de notre championnat, Paris-Monaco. Vous avez touché du doigt un problème pour conclure, peut-être Bertrand Latour. Vous pensez que le phénomène de supporters qui veulent se faire remarquer, dans la plus mauvaise des façons, comme on l'a vu l'autre jour à Lyon avec Payet, ou sur un match comme à Nice, vous pensez que c'est juste un petit phénomène de quelques mois, de quelques semaines, provoqué peut-être par un retour au stade, qui sait de se faire voir, se faire remarquer par les écrans de télé? Est-ce que ça peut se terminer comme ça a démarré? Je pense que le problème, il est quand même plus profond que ce qu'on envisageait, et sans doute que les sanctions n'ont pas été à la hauteur quand elles devaient être prises au tout début, c'est-à-dire face à Nice. Alors après, moi, j'ai toujours quand même du mal à mettre la responsabilité sur les instances, là où quand même la responsabilité individuelle sont comme celle des supporters, de ces supporters-là. Ouais. En tout cas, parce qu'on dit que ce sont pas les supporters, mais c'est pas à nous de choisir qui l'est, qui l'est pas. Quelqu'un qui est dans un stade avec un maillot d'un club de foot, qui frappe un joueur, c'est un supporter, c'est un idiot, mais c'est quelqu'un qui est dans le stade. Donc ça, il faut le gérer. Et pour parler de temps en temps avec des dirigeants, ils ont, disent-ils, en tout cas, assez peu de moyens d'action. C'est-à-dire que les fouilles, on sait comment elles sont réalisées. Quand vous devez faire rentrer 50 000 personnes, vous pouvez pas faire une fouille comme à l'aéroport de 50 000 personnes. Donc, ouais, espérons que ça se règle, mais c'est très inquiétant. Mais après, ça va aussi avec la montée de la violence dans la société de manière générale, sans faire de politique. Bon, la société est violente et le stade l'est. Aussi, hélas. C'est intéressant d'avoir votre regard ce soir, en tout cas sur Monaco Info, Bertrand Latour, sur toutes les problématiques du football. On vous souhaite un bon match. Demain, vous serez au Parc des Princes, évidemment, avec la chaîne L'équipe. PSG Monaco, 20h45. Merci à vous, Bertrand Latour. Merci, Christophe, c'est un plaisir. Cérémonie de remise de diplôme ce week-end à l'IUM, l'Université internationale de Monaco. Hier, ce sont les étudiants de 2020 qui, après l'annulation de ce rendez-vous traditionnel pour cause de Covid, ont reçu enfin leurs précieux documents. Cet après-midi, tout naturellement, place aux diplômés 2021. Le reportage d'Alexandra Pani et Olivier Bonello. Ils sont 250 sur scène cette année encore. Les élèves de la promotion 2021 de l'Université internationale de Monaco ont reçu leur diplôme comme le veut la tradition. Habillés de leur toge et du célèbre mortarboard, cette casquette académique carrée et plate que les étudiants d'université anglo-saxonne jettent en l'air pour marquer la fin mais surtout la réussite de leurs études. Réunis dans la salle des Princes du Grimaldi Forum, devant leurs familles et professeurs, ils ont pu recevoir leur diplôme après 2 années d'études pour le moins particulières. C'est des jeunes quand même qui ont été privés de tout cet événementiel, de la relation, qui ont été très méritants d'être diplômés. On se rappelle qu'ils ont passé pas mal de temps devant leurs écrans d'ordinateur. Ils sont là aujourd'hui, ils ont réussi et je crois qu'on peut vraiment les féliciter. Des jeunes étudiants en bachelor, masters, MBA, mais aussi doctorat. Lors de chaque cérémonie, une personnalité est invitée pour une prise de parole. Cette année, celui qui a été choisi a le même âge que la plupart des étudiants présents. Il s'agit d'un nageur italien. Il a remporté cet été la médaille d'or en 100 mètres nage libre aux Jeux paralympiques de Tokyo. Il souhaitait leur adresser un message simple. Diciamo che il messaggio che cerco di trasmettere ogni qualvolta mi confronto con ragazzi della mia età è di affrontare ogni difficoltà come in realtà la più grande opportunità della propria vita. Così ho affrontato la malattia all'età di 3 anni e mezzo che mi ha colpito e che mi ha permesso però di avvicinarmi al mondo del nuoto, al mondo dell'acqua,
prima come una forma di riabilitazione e poi quest'anno vincere l'oro con il record del mondo a Tokyo. Quindi ogni difficoltà è solo l'inizio della nostra strada, è solo una grande opportunità. Saisir chacune des opportunités qui se présentent. L'IUM a vu le jour il y a 35 ans. Il s'agit de la seule école de commerce installée en principauté. Aujourd'hui, plus de 70 nationalités y sont représentées. Sa taille humaine favorise l'innovation et permet de faire évoluer les programmes et formations chaque année. Un axe qu'on veut explorer, la formation au digital en liaison avec les diplômes en management. On considère qu'à la fois c'est nécessaire et puis c'est tellement quelque chose d'important à Monaco qu'on veut suivre ce chemin. Donc on ouvrira à la rentrée de septembre 2022 un track spécial Digital Business Development dans notre programme Bachelor. On sait que Monaco est quelque chose qui compte pour les jeunes qui nous rejoignent et donc on essaye d'être complètement aligné avec ce qui est reconnu à travers le monde, à côté associé au nom de Monaco, donc la finance, le luxe, le sport event management et puis aujourd'hui le digital et les technologies digitales. Tenir compte des besoins du secteur professionnel pour offrir les formations les plus adéquates et un avenir plus sûr pour ces jeunes étudiants. Et direction, sans plus tarder, la montagne, où nous retrouvons sur l'une de ses pistes préférées, Madame le maire d'Isola, Mylène Agnelli, élue comblée en ce début de saison. Une saison qui débute dans les meilleures conditions après une année, c'est vrai, presque blanche. Bonsoir Madame. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur vos pistes enneigées. Ça, c'est déjà un gage de succès pour ce grand week-end. C'est le deuxième week-end d'ouverture pour Isola. Absolument. On a ouvert le premier week-end de décembre et c'est habituel à Isola. Neige et soleil, on continue, on lance la saison. Oui, ça date depuis des années. Hein. Depuis 50 ans, c'est votre leitmotiv, c'est vrai. C'est votre timeline, comme on dit. Neige. Exactement, c'est le slogan neige et soleil. Et ça fait 50 ans que ça dure puisque la station avait ouvert en décembre 1971. Mais à la montagne, il y a le chocolat chaud, le vin chaud avec modération et la descente au flambeau. Ça, c'est garanti pour cet hiver, Noël, Nouvel An et grands événements. Oui, c'est garanti. Et puis convivialité, bonne humeur. Les commerçants sont très pressés d'accueillir tous leurs clients. Donc vraiment, tout est au rendez-vous pour préparer une belle saison ici à Isola. Vous dites une belle saison, oui, c'est vrai, parce qu'on n'a pas oublié. L'an dernier, on n'a pas pu ouvrir. Donc c'est encore plus fort aujourd'hui de pouvoir ouvrir 2 ans après. Oui, l'année dernière, nous avions eu la chance de fonctionner, mais uniquement avec les licenciés et l'école de ski et les clubs et les sportifs de haut niveau, ce qui nous a permis d'accueillir de belles compétitions l'année dernière sur Isola. Mais cette année, on est très content évidemment de pouvoir accueillir tous nos clients avec le pass sanitaire, puisque ce sont les recommandations du gouvernement du moment où le taux d'incidence est au-delà de 200 pour 100 000, ce qui est le cas pour l'instant. Mais voilà, cela permet à tout le monde de venir et ils sont très contents de remonter sur les remontées mécaniques et de pas avoir à remonter les pistes à pied, justement, oui, comme l'année dernière. Ou en ski de rando, bien sûr, ou en raquette. Madame le maire, le pass sanitaire, c'est jamais simple à la montagne, sortir son portable ou sa petite fiche en papier. Comment ça va se passer concrètement quand on arrive à son téléchef préféré ? Eh bien, il y a des contrôleurs qui sont équipés de petites tablettes. Maintenant, tout le monde, en général, a son pass directement sur son téléphone. Et puis, voilà, de manière aléatoire, il y a des contrôles au départ des grandes remontées mécaniques. Les contrôleurs scannent votre pass et ensuite, c'est parti pour la journée. Tout le monde est équipé, donc on l'a bien compris, au pied des pistes pour garantir une sécurité totale. Vous l'avez constaté dès le week-end dernier, ce week-end encore, forte affluence ? Oui, très forte affluence, beaucoup de monde. Les gens sont ravis de revenir sur les pistes. En plus, cette semaine, il a neigé, donc la poudreuse est au rendez-vous. On a pu ouvrir de plus nombreuses pistes par rapport au week-end précédent. Donc, on a beaucoup de monde. Les gens sont très respectueux des gestes barrières. Et puis, bon, au ski, on a quand même un espace qui est immense. Donc, voilà, pas trop de difficultés avec les distanciations sociales. Donc, c'est un vrai avantage. Route d'accès, plus de problèmes, plus de soucis. Parce que c'est vrai qu'au départ de la création d'Isola 2000, tout le monde craignait un petit peu. Il y a eu des blocages, des gens qui sont restés coincés pendant quelques temps dans vos stations. Oui, bien sûr. Bah alors, on a la chance d'avoir de la neige, mais quand il y a beaucoup de neige, il y a parfois besoin de purger nos couloirs d'avalanche, parce que pour la petite histoire, la route d'Isola 2000 s'appelait la RM 97, parce qu'il y a 97 couloirs qui sont susceptibles, voilà, d'être des couloirs potentiellement avalancheux. Mais elle est très très bien équipée. On a des Gazex et des Catex qui sont parmi les plus longs d'Europe. Donc, on a des artificiers qui sont sur place et qui sécurisent la route sans aucun problème. Sans aucun souci. Et une équipe de déneigement encadrée par la métropole qui fait un boulot formidable. Donc, vous pouvez venir sans souci. Isola 2000, le dernier petit secret. Madame le maire, attention pour vous, Mylène Agnelli, votre piste préférée, votre endroit secret, la petite piste qu'il faut prendre et le petit chocolat chaud à l'arrivée. La piste qu'il faut prendre, c'est la piste FIS. Elle est magnifique. Elle est superbe. Elle est longue, elle est belle, elle a un beau dénivelé, un joli mur, donc je la conseille à tout le monde. Et puis, le chocolat chaud sont excellents partout. Et ceux qui préfèrent le vin chaud, il y a de quoi faire, donc pas de problème.
On arrive, on prépare le best-of de dimanche sur Monaco Info. On sera là, toute l'équipe. On est une cinquantaine, vous inquiétez pas, on va arriver. On prendra un bus. Avec plaisir, on vous accueillera pour le pot d'accueil en haut de la Lombarde peut-être. Voilà, merci 1000 fois, à très vite. Absolument. Merci, à bientôt. Et on grimpe sur le rocher maintenant, avec une déambulation signée Juliette Rappert sur le chemin des crèches. Comme chaque année, du 8 décembre au 9 janvier, plus d'une cinquantaine de crèches sont exposées du bas de la rampe Major jusqu'à la place du Palais. Deux grands thèmes sont à l'honneur, l'écologie et l'humanitaire. Cette année, on a voulu que ce chemin, si vous voulez, soit un petit peu plus instructif et pédagogique. C'est-à-dire certaines associations, des jeunes de plusieurs associations, que ce soit le phare, que ce soit les jeunesses de Sainte-Dévote, les scouts, etc., ont tous essayé d'entraider de façon fraternelle et humanitaire des pays qui en avaient besoin. Alors chaque crèche, qu'elle soit des crèches d'Afrique ou des crèches d'Europe de l'Est, sont des crèches qui ont un QR code, si vous voulez, et tout simplement en photographiant le QR code, vous avez tout le témoignage des jeunes et de ce qu'ils ont accompli durant des années. Un thème éducatif sur l'entraide, mais aussi écologique, puisque les décors des crèches sont entièrement en matériaux naturels, avec du bois, de la paille ou encore de la toile de jute. Avec une particularité cette année, une extension du chemin dans les ruelles du Rocher. Pour donner un grand coup de pouce à nos commerçants du Rocher qui en avaient un grand besoin, on a fait cette année une extension du chemin des crèches pour les commerçants qui le désiraient et qui auront chacun dans leur vitrine ou à leur comptoir, sur la vingtaine qui a bien voulu le faire, auront une crèche qui est également écologique. Et donc cette année, ce thème sera dans les vitrines des commerçants du Rocher. Un chemin des crèches qui vous permettra de voyager le temps d'une balade sur le Rocher. Et on va s'arrêter maintenant quelques instants sur la prochaine projection organisée par l'Institut audiovisuel de Monaco pour son rendez-vous de Noël avec son directeur Vincent Vatrican et Fabien Bonilla. Tout l'art du cinéma avec à l'affiche mardi La vie aquatique. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, on parle d'un film de 2005, La vie aquatique de Wes Anderson. C'est votre film de Noël. C'est mon film de Noël, oui, sans doute, parce que c'est un film... C'était pour le bonnet rouge. C'est pour le bonnet rouge, qui affiche tout à fait une certaine décontraction, une certaine loufoquerie. C'est décalé. Donc c'est un peu décalé. Donc voilà, c'est un film de Noël. On rit, on passe un bon moment. Ça reste quand même un film très écrit et très pensé. Par loufoquerie, il ne faut pas entendre que le film est bâclé, loin de là. Mais c'est un film qui a sa propre respiration, qui aime bien se jouer des codes de récit habituels. Il y a des histoires dans l'histoire. C'est un film avec plusieurs personnages, même si la figure de Bill Murray domine en capitaine Cousteau improbable à bord de son navire. Donc voilà, c'est un film qui mélange des récits, des histoires. Il n'y a pas vraiment une ligne directrice, on dirait, de A à Z en ligne droite. Tout part d'une histoire de vengeance quand même. Oui, alors il y a un début. C'est ça, est tellement improbable. Zizou, exactement en américain, veut se venger d'un requin qui a croqué un de ses collaborateurs et il veut absolument, esprit de vengeance sur un requin. Un requin jaguar. Requin jaguar. Donc le film joue aussi sur des motivations des personnages totalement improbables, puisqu'il annonce ça en pleine conférence de presse à l'issue de la projection de son dernier film, puisque comme Cousteau, il filme le récit de ses expéditions. Avec une pléiade d'acteurs, il y a Bill Murray, Cate Blanchett, Angelica Houston, William Dafoe, Jeff Goldblum et Owen Wilson qui s'amusent en quelque sorte. Oui, qu'on retrouve dans beaucoup de ses films, et qui là aussi joue un personnage, le fils
improbable de Zissou, j'en dis pas plus, et il se retrouve dans l'équipage qui va mener cette aventure vengeresse. Allez, donc on va regarder la vie aquatique pour ce film de Noël. De Noël. Merci Vincent Atricant. Merci Fabien. I'm gonna fight you, Steve. You never say, I'm gonna fight you, Steve. You just smile and act natural, and then you sucker punch him. Are you finding what you were looking for out here with me? Quiet out there tonight. Can you hear the jack whales singing? Beautiful. I wonder what they're saying. Well, that was the sludge tanker over there, but there you go. Et on vous retrouve, Frédéric et Lyon, pour la météo de ces prochaines heures. Du beau temps, hein, encore et toujours. Du beau temps encore, Christophe, avec quelques nuages dans le ciel par rapport à samedi, mais le soleil sera bien présent toute la journée. Les températures seront comprises entre 8 degrés le matin et 13 l'après-midi. Dimanche 12 décembre, nous fêterons les Corentins. Comme le veut la tradition, on termine par les instantanés du jour. À 15 jours de Noël, les achats s'accélèrent, les sourires s'illuminent. Photo cadeau ce soir, signé Michael. Allez-y, on se retrouve demain dimanche, 19h, pour votre best-of, les meilleurs moments de votre semaine sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.